Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On voit que vous arrivez dans la présentation de ce jour. Encore quelques personnes à arriver. Bienvenue à ce webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir ici pour ce webinaire intitulé donc la réintégration 3.0 décryptée, un retour au travail accompagné. Je pense que tout le monde est bientôt là. On va encore attendre quelques moments. Voilà, il y en a encore quelques personnes qui arrivent encore, mais on va commencer. Alors, bienvenue, comme je le disais, c'est parti pour vous expliquer en tout cas cette réintégration 3.0. Je vais commencer par me présenter et au fur et à mesure, on présentera les différents partenaires du groupe Saisie qui participeront à cette présentation. Alors, je me nomme Catherine Choc, je suis la porte-parole et conseillère à la direction générale du groupe Saisie. Je vais d'abord vous présenter le programme de Delphine, ouais, merci. Le programme de ce webinaire. Alors, un petit temps d'introduction pour un peu poser un peu le cadre et surtout l'histoire un petit peu de ces trajets de réintégration, un peu de contexte donc. Ensuite, il y aura la présentée de Daphné Dupré, qui est médecin du travail et directrice médicale régionale au sein du groupe Saisie. On aura un petit moment de questions-réponses. Vous pouvez déjà poser vos questions dans les commentaires. Et ensuite, on clôturera ce webinaire. Alors, dans la suite de ce webinaire, quelques informations pratiques. Les questions, comme je viens de vous le dire, peuvent être posées en commentaire. Elles seront traitées en fin de webinaire, mais surtout aussi dans le cours de la présentation. Il est possible que Elisabeth Pett, notre directrice médicale, vous réponde en virtuel. Et à la toute fin, on essaiera de regrouper toutes vos questions le plus possible. Mais de toute façon, notamment le webinaire sera enregistré. Il sera prochainement aussi disponible sur le site web du CESI. Et un formulaire de feedback vous sera envoyé aussi par email. Nous préparons aussi différentes facs afin que toutes vos questions puissent trouver réponse. On peut passer, Daphné. Alors, un peu d'histoire. Premièrement, il y a donc le 28 octobre 2016, le premier trajet de réintégration, le trajet de réintégration 1.0. C'est un trajet de réintégration qui a été structuré pour les travailleurs en incapacité de travail et introduit donc dans le Code du bien-être au travail. Et alors, ce qui était très intéressant et très pertinent aussi dans ce premier jet du moins, c'était que le médecin du travail jouait vraiment un rôle central dans la réintégration des travailleurs en incapacité. Alors ensuite, on passe en septembre 2022, donc presque 6 ans plus tard, un arrêté royal a été mis en œuvre pour la première réforme de ce programme en affinant certains aspects, en ajustant entre autres les décisions prises par le médecin du travail au moment de l'évaluation de la réintégration. Et donc la procédure de réintégration se retrouve également dissociée de celle relative à la reconnaissance pour force majeure médicale. Et donc, c'était quand même des gros changements dans cette première réforme. Et alors, le trajet de réintégration 3.0, donc là, c'est un arrêté royal qui est publié au Moniteur belge le 30 décembre 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026. Et c'est donc la raison pour laquelle on se réunit tous ensemble aujourd'hui. Cette nouvelle deuxième réforme est motivée par l'accord du gouvernement fédéral début 2025. Et c'est-à-dire que ça passe à travers l'accompagnement et la réintégration des travailleurs en incapacité de longue durée est considérée comme une véritable priorité de notre gouvernement. Je vais passer maintenant, après ce petit point de contexte et d'histoire, la parole à Daphné, au docteur Daphné Dupré. La réintégration de 3.0, c'est donc une nouvelle législation. Il y a certains changements qui vont impacter différents processus et différents contextes. Ça va donner de nouveaux horizons aussi. Et donc, Daphné va passer maintenant à la présentation pour répondre, pour présenter dans tout le moindre détail et répondre, je l'espère, à toutes vos questions. À toi, Daphné, merci. Bonjour à tous et merci Catherine pour cette introduction. Donc je propose de rentrer dans le vif du sujet.
Donc, vous l'aurez compris, les objectifs poursuivis par ce nouvel arrêté royal, c'est bien sûr mettre en œuvre un plan global pour prévenir et réinsérer les malades de longue durée. Il s'agira de lutter contre l'incapacité de travail et surtout favoriser un retour durable au travail. Le fil rouge de cet arrêté, c'est d'impliquer tous les acteurs du retour au travail, le travailleur comme premier acteur de sa santé et de son retour au travail, les employeurs et les différents médecins, nous le verrons. Alors, avant de commencer, deux remarques préliminaires en guise de mise en garde, je vais dire, qui sont importantes. La première, c'est que les modifications qui sont relatives au trajet de réintégration ne s'appliquent pas à ceux qui avaient déjà démarré avant le 1er janvier. Et la deuxième, on parle d'un nouvel examen, on va en parler longuement, la demande d'estimation du potentiel de travail. Elle va s'appliquer aux incapacités de travail à partir du 1er janvier et donc vous pourrez en faire la demande à partir du 1er mars. Alors, quelles sont les grandes nouveautés? J'ai résumé ici en 4 points. On a un nouvel examen, l'évaluation du poste de travail. La deuxième chose, on va beaucoup parler de réintégration informelle. Il s'agit, nous le verrons, de la visite de pré-reprise qui peut se faire à la demande de l'employeur. La troisième, nouvel examen aussi, c'est l'estimation du potentiel de travail. Et nous découvrirons de nouvelles spécificités concernant le trajet de réintégration et l'évaluation de l'inaptitude définitive. Alors, pour mettre en œuvre un plan global de prévention et réinsérer vos malades de longue durée, je voudrais vraiment insister avant toute chose sur quelque chose qui doit être comme un socle de base, une pierre angulaire pour réussir, c'est que vous aurez à construire une politique collective de réintégration au travail. Alors, cette politique, elle se voudra globale, évidemment, puisqu'elle concernera toute votre entreprise et individuelle. Pourquoi? Parce que chaque travailleur est unique, chaque situation est spécifique. Alors, pour construire cette politique, 3 points d'attention. Le premier, qui paraît évident, il ne faut pas attendre que quelqu'un soit malade, qu'on ait des incapacités pour y penser. Et le deuxième, c'est de réfléchir aux possibilités de travail adaptées, mais aussi aux problèmes que cela peut poser. Donc, si vous proposez dans un travail adapté quelque chose de simple comme un temps partiel médical, eh bien, il faudra penser aux répercussions éventuelles que ce temps partiel peut avoir sur la charge de travail du travailleur, mais aussi de ses collègues. Et donc, avoir cette réflexion proactive pour promouvoir un retour durable. Enfin, le dernier point d'attention, c'est vraiment d'avoir un aspect collectif de cette politique, de pouvoir la réévaluer régulièrement, un peu comme un système dynamique de gestion des risques. Vous allez proposer quelque chose, le mettre en place et voir s'il y a lieu de le modifier, de l'améliorer. Et changer de prisme, aller vraiment plus vers une amélioration continue, de parler de bien-être au travail plutôt que de parler de absentéisme. Et donc ça, c'est vraiment important que vous intégriez cette politique collective. Alors, je vais vous présenter maintenant de manière concrète sur une ligne du temps toutes les nouveautés. Donc, vous allez voir cette infographie, on va la passer en revue plusieurs fois. Donc, une fois que vous avez votre socle de base, vous voyez apparaître ici les nouveaux examens pour votre facilité. On les a mis en vert avec une petite étoile. Et puis, pour faciliter la lecture, vous avez des coches. Donc, vous avez la coche rose à la demande du travailleur, la bleue à l'initiative de l'employeur et la rouge, ce sera l'examen réalisé par ou en collaboration avec le médecin du travail. Alors, je vais revoir avec vous cette ligne du temps. Donc, on a parlé, je pense que c'est bien clair, qu'il faut construire et appliquer une politique collective de retour au travail. Et maintenant, on va mettre différents jalons vraiment sur cette ligne du temps. Donc, le premier, c'est avant l'incapacité de travail. Vous retrouvez les examens que vous connaissez, l'évaluation de santé préalable, l'examen de surveillance périodique, la consultation spontanée et en vert, le petit nouveau, c'est l'évaluation du poste de travail. Si on continue sur la ligne du temps, vous avez ici, voilà, le début de l'absence, le début de l'incapacité temporaire de travail. Et là, on voit de nouveau en vert les nouveaux contextes,
la visite de pré-reprise qui va pouvoir se faire à la demande de l'employeur, c'est ce qu'on appelle le trajet de réintégration informel, le maintien du lien et le contact pendant l'absence avec votre travailleur et le trajet de réintégration qui pourra être demandé par l'employeur dès le début de l'incapacité de travail. Donc, je parle bien de jalons et de moments clés. Un autre moment clé qui existe déjà, c'est le contact à 4 semaines d'incapacité de travail. C'est ce moment où le médecin du travail ou le personnel infirmier va pouvoir prendre contact avec le travailleur et l'informer en fait des différentes possibilités qui s'offrent à lui pour solliciter un examen et préparer son retour au travail. Alors, grand nouveau jalon ici, donc c'est le 8 semaines. Et donc ça, à partir de 8 semaines, vient notre petit nouveau qui est l'estimation du potentiel de travail. Et donc ça, c'est un tout nouvel examen. On va l'aborder longuement et vous allez voir que à cet examen est lié le trajet de réintégration et la demande d'un trajet de réintégration possible par l'employeur. Et puis, dernier jalon, c'est 6 mois. Alors, je vous dis déjà que c'est important de considérer cette période entre les 8 semaines et les 6 mois d'incapacité de travail. Pourquoi? Nous le verrons. Une fois que vous avez un potentiel de travail estimé, vous aurez 6 mois pour démarrer un trajet de réintégration. Enfin, dernière nouveauté, l'évaluation de la capacité définitive pour aboutir à une rupture éventuelle de force majeure médicale va pouvoir se faire à partir de 6 mois. Voilà, là je vous l'ai présenté de manière globale. Je propose de reprendre tranche par tranche. On va découper l'éléphant, comme on dit, et on va aborder les différents moments ensemble. Tout d'abord, quand votre travailleur est actif, avant l'incapacité de travail, quels sont les examens qui s'offrent à vous? Alors, vous connaissez l'examen de santé, le surveillance périodique, bien sûr, à l'initiative de l'employeur, puis la consultation spontanée. La consultation spontanée, votre travailleur va pouvoir le demander soit de manière confidentielle, soit en vous en informant. Je pense que je vous partage mon écran, excusez-moi. Voilà. Et le petit nouveau, je disais, c'est l'évaluation du poste de travail. Et donc, vous voyez, la coche rose, c'est le travailleur qui va en faire la demande. En bleu, l'initiative de l'employeur. Et ce sera réalisé en collaboration avec votre médecin du travail. Alors, qu'est-ce que c'est, de manière très concrète? L'évaluation du poste de travail, mais c'est la possibilité que va avoir le travailleur qui risque de tomber en incapacité de travail en raison de problèmes de santé, de solliciter son employeur pour demander, tiens, est-ce qu'un aménagement de mon poste, est-ce qu'un travail adapté ou un autre travail sont possibles? À ce moment-là, nous vous conseillons en tant qu'employeur à vous tourner vers votre médecin du travail qui va pouvoir vous aider et vous conseiller de vous entourer au besoin vers tout autre conseiller en prévention, qu'il soit ergonome, conseiller en prévention aspects psychosociaux, conseiller en prévention sécurité ou hygiène au travail. Et donc, on voit ici qu'on va intégrer une vision multidisciplinaire par rapport à cette évaluation de poste et qu'il va falloir vous allez pouvoir avoir l'opportunité d'aller choisir la compétence la plus appropriée pour répondre à cette demande du travailleur. Alors, vous devrez évidemment informer rapidement, une fois que vous recevez la demande du travailleur, de la suite que vous donnez à son questionnement et de voir si c'est possible ou pas d'y accéder. Alors, comment est-ce que votre médecin du travail va pouvoir vous aider là-dessus sur l'évaluation du poste de travail? Vous avez un travailleur qui est au travail, donc on va dire, vous voyez sur le schéma, il est en forme, mais il pourrait avoir des signes, des signaux d'alarme qui sont inquiétants pour sa santé et vous solliciter. Et donc, je vous invite vraiment à collaborer avec votre médecin du travail. Pourquoi? Parce qu'il a des tas de données pour agir vraiment en prévention de cette incapacité. Quel genre de données pourrait comme ça vous fournir votre médecin du travail? Il peut vous donner des statistiques, des données anonymisées sur certains symptômes ou certaines pathologies qui vont permettre de vous mettre la puce à l'oreille. Vous pourriez aussi imaginer de manière plus multidisciplinaire en fonction
que le médecin du travail construise avec vous certains questionnaires ou certaines demandes spécifiques qui ont attrait à l'aspect psychosocial, qui ont attrait à l'ergonomie, pour aller questionner, ben voilà, un problème qui a été identifié pour éviter justement la multiplication de ce problème et donc vraiment aller vers les signaux d'alarme. Donc, je vous rappelle que ben voilà, le médecin du travail aura votre connaissance globale de l'entreprise, hein, il connaît les différents postes, il connaît les différents profils de risque, mais il garde cette spécificité grâce au contact individuel et au suivi des travailleurs. Voilà, donc ici, nous avons abordé tout ce qui était travailleur actif. Maintenant, je propose de faire la ligne du temps sur le travailleur absent. Alors, on va revoir les différents contextes d'examen. Donc, je vous rappelle ce qui est nouveau. Dès le début de l'incapacité de travail, une visite de pré-reprise peut être demandée à l'initiative de l'employeur. C'est ce qu'on va appeler le trajet de réintégration informelle. Un contact avec le travailleur, un maintien du lien, vous sera demandé pendant l'absence. Et de nouveau, les jalons dont je parlais, on a le 4 semaines, le contact avec le travailleur, et à partir de 8 semaines, l'estimation du potentiel de travail. Alors, le contact avec le travailleur à 4 semaines d'incapacité, hein, donc c'est quelque chose qui existe déjà en fonction de l'information que vous nous transmettez, donc le nombre d'absences d'incapacité de travail à partir de 4 semaines. Eh bien, le médecin du travail ou le personnel infirmier va pouvoir informer le travailleur sur ses possibilités d'examen pour reprendre le travail de manière adaptée. Et alors, ce qui est nouveau, que vous voyez que j'ai inscrit ici en gras, c'est la possibilité pour le travailleur d'avoir une conversation avec le médecin du travail ou son personnel infirmier. Et donc ça, maintenant, c'est écrit dans l'arrêté royal, ça ouvre la porte à d'autres contacts, hein, à personnaliser un contact, soit par un contact téléphonique, soit envisager une téléconsultation qui permettra aussi de maintenir ce lien avec le travailleur et préparer, soutenir le travailleur pour un retour au travail réussi. Alors, il est écrit en toutes lettres, il était déjà écrit, mais bien sûr, il est rappelé qu'en aucun cas, hein, le conseiller en prévention médecin du travail ne peut vérifier si l'absence du travailleur pour des raisons de santé est justifiée. Donc ici, on a vraiment le contact 4 semaines. Qu'est-ce qui sera important? Qu'est-ce qui va changer? De votre côté, en tant qu'employeur, ce qui va être nouveau, c'est ce maintien du lien. Alors je dis nouveau, bien sûr que certains employeurs n'ont pas attendu l'arrêté royal, hein, pour avoir cette politique. Ce qui est nouveau, c'est qu'il vous sera demandé de le décrire très clairement dans une politique active en matière d'absence pour faciliter le retour au travail. Donc, on va vous demander, ben voilà, une procédure claire qui va définir par qui le travailleur sera contacté et quelle sera la fréquence. Et donc, il y a toute cette importance de maintenir le lien avec votre collaborateur qui est absent ou qui est malade. On sait que c'est vraiment des facteurs de soutien importants qui vont permettre un retour au travail et une reprise durable. Il est évidemment mentionné de nouveau que la procédure ne peut en aucun cas servir à vérifier si l'absence des travailleurs pour des raisons de santé est justifiée. Et donc, il faudra trouver ce juste milieu pour maintenir le lien, mais pas que votre collaborateur se sente en devoir ou se sente obligé de justifier le motif de son incapacité de travail. Alors, on le voit, ce sont différents moments pour lesquels voilà, on vous encourage à collaborer avec le médecin du travail. Pourquoi? Ces moments seront dédiés vraiment, vous d'un côté maintenir le lien, le contact 4 semaines, à agir sur la capacité ou sur l'intention de reprendre du collaborateur. Vous voyez ici sur la droite de la diapositive euh, le cercle de vie du collaborateur. Donc, vous voyez, c'est un cercle. Au début, vous avez un travailleur qui est en forme, hein, au travail. Il pourrait y avoir des signaux d'alarme avec le risque de tomber en maladie. Quand la personne est malade ou absente, il va falloir trouver, et c'est là vraiment que la collaboration sera utile et nécessaire, ce moment clé pour déterminer à partir de quel moment la personne est prête en fait à reprendre le travail et quel sera le meilleur moment, le meilleur poste, la meilleure adaptation possible pour vraiment favoriser un retour qui va s'inscrire dans la continuité, hein. Le tout, c'est de ne pas de
précipiter, ne pas vouloir trop vite faire reprendre, mais vraiment réfléchir, avoir quelque chose de construit afin que l'absence ne se prolonge pas et qu'on puisse aller vers un retour durable. Alors maintenant, on a beaucoup parlé du maintien du lien, les 4 semaines. Alors, deuxième jalon très important qui annonce le nouvel examen, c'est le 8 semaines d'incapacité de travail, l'estimation du potentiel de travail. Alors, c'est déjà très important que je vous mentionne et de retenir que c'est vraiment un examen tout à fait différent, puisqu'il n'y aura pas de contact réel avec le médecin du travail. Je vous l'explique tout de suite. Je commence par la définition. Qu'est-ce que c'est l'estimation du potentiel de travail? Qu'est-ce que c'est le potentiel? C'est la capacité présumée d'un travailleur qui est en incapacité à effectuer un travail adapté ou un autre travail. Et cette capacité, elle va être évaluée sur base de quoi? Sur base d'informations relatives à son état de santé et aux possibilités du travailleur en vue de démarrer éventuellement un trajet de réintégration par l'employeur. Alors, je vous l'ai dit, c'est important de préciser qu'il s'agit d'une estimation, ce potentiel. Et donc, cette estimation, c'est quoi finalement? C'est un tri pour vous aider et déterminer avec vous si vous avez intérêt à démarrer la réintégration de ce travailleur. Il peut être estimé, j'ai dit, à partir de 8 semaines d'incapacité à votre initiative et sera effectué par le médecin du travail et son personnel infirmier. Alors, comment allons-nous réaliser cette estimation? Eh bien, tous les services externes de prévention-protection qui sont représentés par la COPREV, en bonne concertation avec le SPF, ont fait le choix d'une méthode qui est standardisée. Donc, ça veut dire que c'est une méthode qui est commune à tous les services externes. Et cette méthode, elle a été choisie. Pourquoi? Parce qu'elle utilise des outils qui sont validés scientifiquement par plusieurs études. Alors, on va utiliser un questionnaire. Il y aura 2 parties. Il y a un questionnaire diagnostique et l'outil du RTWSE, donc Return to Work Self-Efficacy, qu'on traduit par le sentiment d'efficacité concernant le retour au travail. Alors, quel est l'objectif de ce potentiel? Je l'ai déjà dit, c'est déterminer si le retour au travail via un processus de réintégration est opportun et possible. Et donc, vous allez comprendre toute l'importance de collaborer, de maintenir le lien. On parle d'estimation à partir de 8 semaines d'incapacité de travail et il est possible que vous décidiez de choisir de faire l'estimation du potentiel un peu après. Donc, 8 semaines, c'est le début possible, mais vous pouvez le faire un peu après selon les informations dont vous disposez, par exemple, et vous dire, mais là, c'est peut-être un peu trop tôt de le demander, mais je garde en tête que cette estimation est désormais obligatoire. Alors, un petit nota bene, simplement pour vous expliquer que la méthode que la COPREV a présentée et proposée demandera à être évaluée. Et donc, le SPF demande à tous les services externes un suivi des données. Quelles données? Tout simplement le nombre d'estimations du potentiel et un peu le succès que ça donne, donc c'est-à-dire le nombre de réintégrations réussies ou pas. Et donc, nous aurons un suivi, je parlais tout à l'heure de suivi dynamique, on aura un suivi et une évaluation de cette méthode de travail. Alors, je vais vous présenter pour information les outils. Donc, le premier, c'est l'outil diagnostic. Vous voyez, c'est simple, ça se veut simple, c'est fait exprès. Vous avez 6 questions. Quelle est la période de la maladie? Alors, êtes-vous en incapacité de travail? Là, on va trier, est-ce que c'est maladie, accident ou accident de travail, maladie professionnelle. Troisième question, est-ce que l'incapacité de travail est trouble musculo-squelettique, risque psychosocial ou autre? Et puis, quand pensez-vous pouvoir reprendre le travail? Quand votre médecin traitant pense-t-il que vous pourrez reprendre et quand vous pensez-vous reprendre le travail? Donc, de nouveau, un choix multiple, vous voyez, à la date prévue, dans les 30 jours, dans les 30-60, pas encore d'idée, jamais. Et dernière question, pensez-vous pouvoir reprendre le travail plus rapidement avec un travail adapté ou différent? Ça, c'est la partie diagnostic. L'autre partie, c'est le fameux questionnaire, le Return to Work Self-Efficacy. Et donc, ce sentiment d'efficacité, il va être évalué à partir d'un score. Donc, vous voyez, là, il y a 11 items.
que le travailleur va devoir scorer sur une échelle de 1 à 6, de tout à fait en désaccord à tout à fait d'accord. Hein, je ne vais pas vous lire les 11 items, hein, mais donc il questionne notamment, je serai en mesure d'établir mes propres limites au travail, je serai en mesure de me concentrer sur mon travail, je ne serai pas en mesure de gérer les problèmes qui pourraient survenir. Et donc, de manière simplifiée, en fonction du score, un sentiment d'efficacité plus ou moins élevé sera prédictif d'un retour au travail de manière adaptée, partielle ou durable. Alors, je vous mets en garde, hein, attention que cette évaluation et cette interprétation du scoring, évidemment, sera faite par le médecin du travail et ou son personnel infirmier. Donc, ce n'est pas du tout recommandé de s'aventurer dans l'évaluation, hein, de cette échelle. Mais par contre, sachez que certains éléments pourraient sans doute vous être communiqués pour offrir un complément d'information si on voit que certains items sont pertinents. Alors, une fois qu'on a fait cette estimation du potentiel de travail, vous aurez communication de 3 réponses possibles. Le travailleur a un potentiel de travail, le travailleur n'a pas de potentiel de travail ou le questionnaire n'a pas été rempli, hein. Donc, c'est important d'avoir ce troisième choix pour ne pas qu'il vienne biaiser le numéro 2, le travailleur n'a pas de potentiel de travail. Ici, si le questionnaire n'a pas été rempli, on ne sait pas vous donner la même information. Et qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous avez cette réponse-là? Donc, en cas de potentiel de travail, l'employeur peut demander une réintégration. Et cette réintégration, elle peut être demandée sous 2 formes. Soit une réintégration informelle, c'est l'examen de pré-reprise du travail, soit un trajet de réintégration classique. Ce qui est important de savoir, c'est que pour les employeurs qui ont au moins 20 travailleurs, vous allez avoir un délai. Et donc là, je vous rappelle ma ligne du temps. Vous allez avoir un délai pour démarrer cette réintégration. Donc, en cas de potentiel de travail, l'employeur aura 6 mois pour démarrer une réintégration. Et donc, je le rappelle, les 6 mois pour démarrer cette réintégration, soit de manière informelle, via un examen de pré-reprise, soit via un trajet de réintégration formelle. Alors, le trajet de réintégration formelle, on va parler maintenant de l'examen de pré-reprise. Cet examen de pré-reprise, vous le connaissez, il sert à quoi? À préparer la reprise. Le médecin du travail pourra communiquer avec vous en émettant des recommandations pour la reprise au travail. Cet examen de pré-reprise, il peut être sollicité tout le temps. Et par qui? Par le travailleur, vous le savez. Donc, soit nous avons la demande et nous vous informons que le travailleur a sollicité une visite de pré-reprise, soit le travailleur souhaite ne pas informer l'employeur, et donc c'est ce qu'on appelle le contexte d'examen de pré-reprise confidentiel. Ce qui est nouveau, c'est que l'examen de pré-reprise peut maintenant être sollicité par l'employeur. Alors, on sait que certains employeurs étaient déjà proactifs et proposaient, maintenant il est écrit dans l'arrêté royal, que c'est une possibilité pour l'employeur de solliciter un examen de pré-reprise. Donc, nous en informons le travailleur et une nouvelle fois, le travailleur n'est pas obligé d'accepter cette invitation. Et si c'est le cas, nous vous passerons l'info, évidemment, pour ne pas que vous attendiez des nouvelles alors que le travailleur n'a pas accepté l'invitation. Alors, par rapport à ces examens de pré-reprise, dès que nous avons l'information ou la demande, nous inviterons le travailleur dans les meilleurs délais. Donc, je le rappelle encore une fois, un examen de pré-reprise via l'employeur est actuellement considéré comme un trajet de réintégration informel. Et on verra que l'informel, souvent, est encouragé. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il est plus simple que de rédiger un plan et d'aller dans le détail et permet une fluidité dans les processus. Alors maintenant, on va parler du trajet de réintégration formel. Qu'est-ce qui change? Ce trajet de réintégration, il peut être demandé à tout moment et jusqu'à 6 mois. Vous vous souvenez, 8 semaines, 6 mois. Donc, quand allons-nous démarrer un trajet de réintégration? Ça ne change pas. Quand le travailleur ou son médecin traitant nous le demande, maintenant, ça change pour l'employeur. Pour l'employeur, vous allez pouvoir demander un trajet de réintégration
dès le début de l'incapacité, si le travailleur y consent, ou dès qu'un travailleur a un potentiel de travail estimé. Et donc là, je vous rappelle, potentiel de travail estimé, un trajet de réintégration est à démarrer dans les 6 mois depuis le début de l'incapacité de travail. Alors, ce qui est nouveau, c'est que nous allons inviter vos travailleurs par recommandé. Ben, vous en avez sûrement déjà entendu parler, on va l'évoquer. Ben, le travailleur va être suivi dans sa réponse aux invitations pour le trajet de réintégration, raison pour laquelle nous allons inviter par recommandé le travailleur au trajet de réintégration. Quelles sont les autres nouveautés par rapport au trajet de réintégration? Ben, il est réécrit dans la loi que l'employeur veille à nous fournir les informations nécessaires pour pouvoir contacter le travailleur. Ce sera plus simple. Et puis, nous allons devoir mentionner dans nos invitations que le médecin conseil sera informé si le travailleur n'accepte pas l'invitation et que celui-ci peut être sanctionné au niveau de ses indemnités. Donc, les sanctions, c'est quoi? Ça peut être une réduction, voire un arrêt des indemnités maladie. Alors, il est réécrit aussi dans la loi qu'après 2 invitations, si le travailleur n'a pas accepté l'invitation à 2 reprises, le médecin du travail en informe le médecin conseil. Et donc, nous devrons fournir les dates et les invitations, raison pour laquelle ces invitations se font par recommandé. D'autres nouveautés dans le trajet de réintégration, c'est que le médecin du travail va pouvoir partager toutes sortes de données avec le médecin traitant et le médecin conseil. Tout cela, évidemment, moyennant le consentement du travailleur, un consentement écrit. Alors, qu'est-ce qu'on peut partager comme information? Ben, le rapport de nos constatations lors de l'évaluation de la réintégration, le formulaire d'évaluation de réintégration et le plan qui est rédigé par l'employeur ou le rapport motivé. Autre nouveauté pour votre médecin du travail, c'est que quand un travailleur est définitivement inapte au travail et que le trajet se termine, on va devoir assurer l'orientation vers un service pour un accompagnement pour la réinsertion professionnelle. Et donc, ça veut dire qu'on va assurer l'orientation vers le Forem, Actiris, le VDAB, pour permettre à la personne, de nouveau, d'envisager une reconversion, de faire un bilan de compétences, d'aller vers une formation. Donc, il y a différents scénarios possibles quand le trajet se termine. Soit le travailleur est inapte, on a fait un plan de réintégration qui a été refusé, à ce moment-là, le trajet se termine, mais le travailleur ne reprend pas le travail. Soit le trajet de réintégration se termine parce qu'il y a eu un rapport motivé. Donc, dans toutes ces situations, l'idée, c'est de nouveau de soutenir le travailleur à se réinsérer et envisager une reconversion professionnelle si elle n'est pas possible via un trajet de réintégration. Alors, j'ai parlé de la communication avec les différents médecins, et donc ça aussi, c'est le mot d'ordre. Je parlais d'impliquer tous les acteurs pour faciliter cette communication entre les acteurs, pour accompagner vos travailleurs en incapacité de travail. L'INAMI a mis à disposition une plateforme, la plateforme Trio. Le trio, c'est qui? C'est 3 médecins, le médecin du travail, le médecin conseil et les médecins traitants. Alors, pour accéder aux données du patient ou les partager, nous devrons évidemment demander son consentement. C'est indispensable. Le consentement écrit du patient est indispensable pour partager les données. Alors, dernière nouveauté, ça vous le savez, je pense déjà aussi, c'est que l'évaluation de l'inaptitude définitive en vue d'un C4 de force majeure médicale, par exemple, est désormais possible à partir de 6 mois d'incapacité de travail. Jusqu'à présent, l'ancien arrêté le permettait à partir de 9 mois d'incapacité ininterrompue. Nous sommes actuellement passés à 6 mois. Donc, ça signifie en fait que avant, c'est possible aussi, mais donc si on est en janvier, les incapacités qui ont débuté en juin, vous allez pouvoir solliciter l'évaluation de l'inaptitude définitive. Ce n'est donc pas 6 mois à partir du 1er janvier. Alors, si on veut résumer un petit peu toute cette nouvelle législation, quels sont les nouveaux enjeux pour l'employeur? Donc,
on a beaucoup parlé de la politique collective, donc c'est important de construire ça, de collaborer avec votre médecin du travail qui pourra, avec vous, construire, s'entourer de manière multidisciplinaire d'autres acteurs. Comment est-ce qu'on va faire cette politique collective? Voilà, le médecin du travail a à disposition différents outils pour évaluer avec vous quels sont les postes adaptés possibles. On a des matrices de réintégration, par exemple, qui est possible, qui vous permettra vraiment de manière collective de passer tous les postes de travail en revue et de voir les adaptations possibles. Mais aussi, on a parlé de données, d'indicateurs, mais vous avez déjà pas mal de données. Vous avez des données dans vos rapports annuels. Si vous avez fait une analyse de risques psychosociaux, vous avez des données. Si vous avez fait une analyse de risques ergonomiques, vous avez des données. Tiens, sur base de ça, comment est-ce qu'on va construire des données, des indicateurs, des facteurs d'alerte? Quels sont les données, les indicateurs que vous allez suivre avant ou après récolte de données. Un deuxième pan qui est important et qui maintenant est vraiment inscrit dans la loi, c'est formaliser et former au contact pendant l'absence. Donc, qui va le faire, comment? Il faudra adapter vos règlements de travail. Il faudra sans doute former d'autres personnes ou de nouvelles personnes si vous n'en avez pas encore au contact pendant l'absence et vraiment avoir quelque chose de clair et transparent pour tous. Et nous vous invitons à penser à la réintégration informelle, je le disais, en priorité, la pré-reprise de travail, voire la formelle. Et donc, évidemment, on va aller vers plus de réintégration pour un retour durable, avec ces différents moments qui jalonnent l'incapacité et qui vont vraiment vous permettre d'avoir différentes opportunités pour garder le lien, prendre contact, essayer de comprendre et construire avec le médecin du travail, avec les différents acteurs, le moment idéal pour la reprise, éviter que l'incapacité ne dure et qu'on ait une reprise de travail durable. Donc, évidemment, ça fait de nouveaux enjeux pour l'employeur, mais ça va en faire aussi pour le travailleur. Il y a quand même un changement de prisme, un changement d'attitude. Donc, le travailleur, pardon, il va pouvoir continuer à solliciter son médecin du travail. Il le fait sans doute déjà. Le médecin du travail, on l'a dit, en fonction de la demande, en fonction de cette vision globale qu'il a, mais fine et individuelle du collaborateur, va pouvoir proposer de s'entourer d'autres acteurs, les conseillers en prévention, aspects psychosociaux, les ergonomes, tout ce qui est hygiène industrielle, quand votre collaborateur est au travail, mais aussi durant l'absence pour permettre un retour durable. Alors, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, votre travailleur va pouvoir solliciter avant l'incapacité l'évaluation de son poste de travail. Et très nouveau aussi, et qui va voilà, sans doute induire beaucoup de questionnements, puisqu'on sera beaucoup d'acteurs, c'est que le travailleur sera accompagné lors de son incapacité de travail. Et donc ça, ce sera très important de bien communiquer pour que un travailleur qui est sollicité par son employeur, par le médecin du travail, éventuellement par le médecin conseil de la mutuelle, s'y retrouve. Donc, nous sommes là pour vous accompagner. Nous avons différents outils d'information, mais donc c'est vraiment un changement dans l'incapacité de travail, cette nouvelle sollicitation qui est un soutien, vraiment un support pour aider le travailleur à reprendre le travail. Et ce qui est nouveau également, c'est le fameux suivi des invitations. Donc, les invitations trajets de réintégration sont suivies par les mutuelles avec de possibles sanctions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant ce nouvel arrêté royal avec voilà, le support qu'on vient de parcourir. Et donc, oui, je vais laisser la Merci place, Daphné, Catherine, aux merci questions. beaucoup. Voilà, super, tu respectes bien le timing. On aura plein de temps alors pour répondre à vos nombreuses questions qui se trouvent en commentaire. Ça me permet aussi d'accueillir le docteur Elisabeth Pett, qui est notre directrice médicale au sein du groupe CESI, notre service externe. Elle est conseillère en prévention, donc médecin du travail, et également disability manager. Donc, vous avez la chance d'avoir ici deux experts, nos deux expertes pour répondre à toutes vos questions. Alors, Elisabeth, ton micro est bien allumé, super. Donc, est-ce que tu as pu déjà recueillir certains groupes de questions dans les différents commentaires écrits? Oui, effectivement, il y a plusieurs questions. Donc, comme on l'a déjà mentionné,
on répondra à toutes vos questions et certainement aux questions qui sont un petit peu plus particulières et qui nécessitent un petit peu plus d'informations pour une réponse circonstanciée, mais déjà plusieurs choses. Donc, je pense que ce qui doit peut-être être clarifié, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour les cas qui sont antérieurs à 2026? Ça, je pense que c'est une question effectivement qui est récurrente. Par exemple, pour les incapacités de travail. Donc, la nouvelle législation prend cours à partir du 1er janvier. Donc, ça annule effectivement ce qui était dans la précédente législation. Donc, pour vos travailleurs qui ont déjà actuellement 6 mois d'incapacité de travail, vous pouvez effectivement demander un examen d'incapacité, hein, une EID. Donc, il ne faut plus attendre 9 mois. Et donc, ça, c'est d'application déjà maintenant. Il y a aussi effectivement pas mal de questions, mais je ne vais pas faire les questions et les réponses moi-même. Hein, donc, je pense que peut-être, Daphné, tu peux y répondre aussi et, et on complétera ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire effectivement avec nos travailleurs qui ont, par exemple, déjà des années d'incapacité? Voilà, vous m'entendez. Désolée, Ouais. petit problème technique. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les travailleurs qui sont en incapacité? Bah, donc, le tout, c'est de savoir si le lien a été maintenu, peut-être pas, hein, si l'absence a été longue. Moi, je commencerai par solliciter un examen de pré-reprise, hein, pour qu'on puisse démarrer une réintégration informelle, un peu que le médecin du travail puisse prendre le pouls et savoir un petit peu vers quoi on se dirige. Et donc là, le médecin du travail peut vous donner des informations aussi simples qu'une reprise de travail est envisagée à court, moyen, long terme ou pas de reprise envisagée ou elle serait possible sous cette forme. Et donc moi, je commencerai justement pour reprendre contact, hein, à solliciter un avis à votre médecin du travail pour que le travailleur se sente soutenu, entendu, et donc on pourra lui proposer la visite de pré-reprise. Effectivement, je pense que c'est reprendre en tout cas et renouer le lien. Alors, il y a pas mal de questions aussi, mais qu'est-ce qu'on fait si le travailleur ne vient pas ou ne se présente pas ou si on n'a pas de réponse? Alors oui, ça c'est toute la subtilité et c'est pour ça qu'on encourage pour les nouvelles incapacités à essayer de garder ce lien, hein, pour éviter justement la rupture. Mais s'il n'y a pas de réponse, voilà, on voit un petit peu comment contacter le travailleur autrement. C'est vrai que on pourrait envisager, hein, puisqu'on sait qu'à partir de 4 semaines, un contact est possible, un contact téléphonique par le médecin du travail ou le personnel infirmier est possible. Si on voit que la sollicitation à l'examen de pré-reprise n'est pas possible, ben, on pourrait envisager voilà, un contact différent et voir si le fait que le médecin du travail contacte la personne, il pourrait obtenir plus d'informations sans savoir si voilà, c'est un contact qui va être compris. Et donc, ce qui est vraiment important, hein, c'est que chacun s'y retrouve bien. Et c'est vrai que ça amène pas mal d'acteurs et qu'il faudra le temps pour que chacun appréhende, hein, le médecin conseil, le médecin du travail. Certains ont le médecin contrôle, mais donc moi, je proposerais la pré-reprise et peut-être un contact téléphonique. Voilà. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, en tout cas, ce qui est dans vos mains, voilà, c'est de garder le contact. Après, effectivement, si le travailleur ne répond pas, il ne nous appartient pas à nous non plus de sanctionner. Pour le moment, comme l'a dit Daphné, on a l'obligation, en tout cas, dans notre chef, de pouvoir, dans certains cas, informer l'habituel, et puis le suivi et les éventuelles sanctions prévues dans certains cas ne nous incombent pas ni à nous ni à vous. On doit effectivement voilà, nous se conformer aux délais et répondre voilà, aux sollicitations d'examen. Et vous, en tant qu'employeur, vous avez l'obligation de vous conformer à la législation et de solliciter les différents types de contacts dans lesquels on vient de parler.
Mais voilà, après, s'il n'y a pas de réponse de la part du travailleur, ben, OK, la mutuelle en sera informée et le suivi sera réalisé, ben, on va dire, en dehors de notre chef. Ça, je pense que c'est vraiment important, c'est qu'on n'a pas du tout, et on ne veut certainement pas le prendre, ce rôle de contrôle. Donc, il s'agit plutôt d'un soutien, ben, certainement aux travailleurs. Il y a beaucoup de questions aussi sur la politique de travail adapté. Hein, je vois plusieurs questions, mais comment faire si on n'a pas de poste de travail? Alors là aussi, je pense que ce qui est important, c'est de faire votre analyse. Donc, vous devez pouvoir montrer que vous vous êtes posé la question, que ben, lors de votre analyse des postes, des risques au niveau des postes de travail, ben, vous vous êtes également posé la question de qu'est-ce que je peux ou pas adapter à chaque poste de travail. Et donc, voilà, ça ne vous appartient pas de construire des nouveaux postes pour maintenir les gens au travail. Ça n'est pas du tout une obligation de la législation. Je ne sais pas si tu veux compléter aussi, Daphné, par rapport à ça. Non, par rapport à ça, je n'avais plus de compléments d'information. Alors, il y a aussi une autre question. Quelle est la différence entre la demande d'une visite pré-reprise qui peut être initiée par l'employeur et le contact travailleur fait par le médecin du travail? Donc, est-ce que le contact travailleur est d'office réalisé par la médecine du travail ou est-ce à la demande de l'employeur? Et dans les deux cas, est-ce que le travailleur peut refuser? Et si oui, est-ce qu'il doit motiver son refus? Donc, plusieurs questions en une. Oui. Peut-être reposer la première. Donc, quelle est la différence entre ben, le contact avec le travailleur et l'examen de pré-reprise? Alors, le contact avec le travailleur, donc en fait, c'est à l'initiative de l'employeur puisqu'il devra nous fournir les incapacités de plus de 4 semaines. Et puis, ce contact, évidemment, sera organisé par le médecin du travail ou son personnel infirmier. Et donc, en fonction, ben, on pourra le décliner. Ce qui est important, c'est qu'on puisse informer le travailleur sur tous les examens qui sont à sa disposition, dont la visite de pré-reprise. Et donc, ce contact, c'est vraiment pouvoir prendre contact pour expliquer, bah, tiens, si vous envisagez de reprendre le travail, bah, en fait, prenez contact avec le médecin du travail qui pourra vous aider dans le retour au travail. Et donc, vous pouvez solliciter une visite de pré-reprise, vous pouvez demander un contact avec le personnel infirmier ou le médecin du travail. La visite de pré-reprise, c'est un examen, comme on dit dans notre jargon HVA, à haute valeur ajoutée, où là, le travailleur est convoqué chez le médecin du travail. Et par rapport, je pense qu'il y avait une question par rapport aux obligations de se présenter ou non, c'est ça, hein, Elisabeth? Oui, tout à fait. Donc, la pré-reprise, elle l'est déjà, hein, elle peut être à l'initiative du travailleur. Donc, une fois qu'il a été informé, il se dit, bah, tiens, bonne idée, je vais prendre contact avec mon médecin du travail et il va pouvoir solliciter l'examen. On peut imaginer que cet examen aussi se fasse de manière confidentielle. Donc ça veut dire que le travailleur veut prendre contact avec le médecin du travail pour savoir, mais ne souhaite pas encore que l'employeur soit au courant. Et puis la nouveauté, c'est ce que je disais, la réintégration informelle, c'est la pré-reprise qui est sollicitée par l'employeur. Et donc là, c'est l'employeur qui va dire, bah, tiens, je propose que pour préparer la reprise, le médecin du travail voit mon travailleur. À ce moment-là, dans les obligations, ben, on va en fait le proposer au travailleur et le travailleur pourrait refuser de se présenter à l'examen de pré-reprise. Et alors, il y a aussi une question dans la même lignée, c'est avons-nous des conseils et ou des bonnes pratiques pour pouvoir ben, prodiguer, on va dire, aux employeurs qui doivent eux-mêmes aussi donner, garder le contact avec le travailleur. Alors ben là, je te laisse la parole, Elisabeth. Je pense que ton expertise permettra de mieux répondre. Voilà, alors, ben, effectivement, hein, je pense qu'il y a beaucoup de points, effectivement, sur lesquels on peut vous conseiller par rapport à ça.
Et on a aussi une petite formation qui peut vous y aider. Vous savez qu'on fait partie donc du groupe Saisie One et que One a pas mal de solutions à vous proposer par rapport à ça. Donc oui, on peut tout à fait vous conseiller et vous donner les bonnes pratiques pour voilà, garder le contact avec vos travailleurs et le faire effectivement d'une façon qui peut être un win-win et qui va éviter de stigmatiser les travailleurs. Donc ça, la réponse est clairement oui. Il y a aussi plusieurs questions de savoir si la législation concerne aussi les enseignants, le personnel enseignant et le personnel payé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, pour le moment, non, hein, si je ne dis pas d'erreur, mais ils sont en train de travailler dessus, hein. Donc, ils nous ont présenté lors des Journées nationales de médecine du travail, voilà, qu'ils aimeraient pouvoir appliquer la même législation au personnel statutaire. Donc, la grosse différence, en fait, c'est l'évaluation d'inaptitude définitive qui n'est pas possible. Par contre, les trajets de réintégration sont déjà applicables. Alors, je vois aussi beaucoup de préoccupations de savoir si les employeurs vont devoir prouver qu'ils ont bien pris contact avec le travailleur et voilà. Et donc, qui va contrôler tout ça? Alors, ce qui serait important, bah, c'est de l'avoir décrit. Alors, je ne sais pas si, je ne pense pas que vous allez être contrôlé sur le nombre de contacts et qui prend contact, mais ce qui serait important vraiment, c'est d'avoir cette politique et de la soutenir. Je ne sais pas, a priori, des sanctions à ce niveau-là ne sont pas prévues, mais ce sera de toute façon suivi comme tous les autres points quand, de la surveillance de santé, hein, quand vous aurez l'inspection, c'est de voir si vos règlements ont été adaptés, s'il y a des politiques actives et qui vivent dans l'entreprise. Des questions aussi sur le fait de savoir comment donc nous allons mettre en œuvre le questionnaire pour le potentiel de travail, comment cela va être distribué, on va dire, aux travailleurs. Oui, donc a priori, donc au saisie, nous avons fait le choix d'utiliser un outil que nous avons déjà, qui est le MySaisie Collaborateur, hein, donc qui est une plateforme. Et donc nous allons pouvoir inviter les travailleurs à remplir en fait ce questionnaire par un lien unique ou par connexion via le numéro national avec vérification afin de compléter ce questionnaire. Voilà. Alors, il y a Peut-être encore quelques dernières questions, encore 2 minutes, et puis on clôturera. oui. Oui, je ne sais pas si toi tu en as repéré certaines autres. Il y a des questions, on va dire, plus techniques et plus ciblées, on va dire. Euh, si l'incapacité, donc si pas d'incapacité définitive après 6 mois, l'employeur peut-il déjà licencier? Jusque quand est-on protégé contre le licenciement? Donc, si le médecin conclut à une non-inaptitude, c'est ça, euh, donc on ne peut pas rompre le contrat pour force majeure médicale. Et donc, a priori, la personne reste en incapacité de travail. Je ne vois pas, il faudrait d'autres motifs que la force majeure médicale pour pouvoir rompre le contrat. Oui, s'il n'y a pas d'incapacité, c'est tout à fait clair. Dans le cadre d'un suivi psychothérapeutique avec le travailleur, le psychologue peut-il, lors du bilan diagnostique, intégrer le questionnaire Return to Work?
Je ne pense pas que l'outil soit destiné aux psychologues, a priori, non, pas du tout. Donc, les études qui ont été faites l'utilisation du questionnaire était faite par les médecins du travail très spécifiquement. Donc, a priori, moi, je ne conseillerais pas l'utilisation de l'outil aux psychologues. Comme je disais, l'interprétation peut être voilà, hasardeuse et donc c'est vraiment important de le mettre dans un contexte. Vous avez vu qu'on a deux questionnaires, on a un questionnaire diagnostique et ce questionnaire Return to Work. Et donc c'est aussi ces deux éléments qui seront mis en lumière pour pouvoir euh, aider à l'interprétation et à solliciter les examens de pré-reprise ou de réintégration. Voilà, merci beaucoup. Il y a vraiment de nombreuses questions. On va devoir s'arrêter là. Le webinaire avait une durée d'1 heure et on souhaite vraiment respecter le timing pour pas dépasser. Alors, toutes vos questions, on l'a dit, bon, il y a déjà pas mal de réponses qui ont été faites par écrit et aussi oralement. On va bien entendu bien toutes les récolter et constituer des FAQ. Comme Elisabeth l'a précisé aussi, il y a aussi eu des questions sur des cas plus spécifiques et là, bien entendu, n'hésitez pas à contacter votre médecin du travail. Je vais, avant de reprendre la main pour clôturer ce webinaire, de repasser la main à Daphné pour terminer par un grand résumé des grandes lignes de cette réintégration 3.0. Oui, donc on avait résumé en 4 bénéfices la réintégration, hein. Donc c'est démarrer plus tôt, un démarrage plus flexible hein, vers un retour réussi. Deuxièmement, c'est un processus qui va encadrer le travailleur par le maintien du lien, plus de contact, donc on est vers un processus plus humain. Troisièmement, c'est vraiment appuyer la logique de prévention pour réduire les incapacités. Et évidemment, en dernier, la meilleure coordination médicale. Et donc, c'est important que les décisions soient concertées entre les différents acteurs autour du travailleur et du patient. Merci beaucoup à toi Daphné, à Elisabeth, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Vous voyez, hein, il y a plein d'implications, il y a des changements, mais comme finalement, qui va impliquer beaucoup plus d'acteurs pour accompagner les travailleurs en incapacité de travail de longue durée. Sachez donc, je rappelle que vous recevrez les slides, vous recevrez également les différentes FAQ, je le rappelle. Et à la toute fin de ce webinaire, dans quelques temps, vous recevrez aussi un formulaire qui vous sera envoyé avec différentes questions afin aussi de vous proposer différents services et de voir un petit peu aussi comment le groupe saisie peut également vous aider dans toutes vos questions particulières et plus générales. Je vous souhaite, au nom de tout le groupe saisie, je vous souhaite une agréable après-midi et suite de journée et on vous dit à bientôt. Merci. Merci.